Pendant très longtemps, le Moyen-Orient a été porté par une idée, un grand rêve, celui d'un monde arabe uni. Mais voilà, ce rêve-là, il s'est grisé. Et à la passe, un autre fantasme, une autre vision du monde a pris le dessus et a complètement redessiné la carte des alliances, des tensions, des conflits. C'est cette transformation profonde qu'on va décrypter ensemble. Alors, la grande question, c'est justement ça. Qu'est-ce qui a bien pu remplacer ce rêve d'un monde arabe unifié ? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière et regarder quelle était l'idéologie dominante juste avant ce grand basculement. Ok, donc avant ce fameux tournant de 1979, l'idée qui faisait vraiment vibrer la région, c'était ce qu'on appelle le panarabisme. Imaginez, un nationalisme laïque avec l'ambition folle d'unir tous les peuples arabes en une seule grande nation. Un projet immense. Sauf que voilà, à la fin des années 70, ce rêve grandiose, il commençait sérieusement à battre de l'aile. Parce que, bien sûr, l'idéal, c'est fracasser contre le mur de la réalité. Il y a eu des chocs terribles. La défaite écrasante de la guerre des 6 jours en 67, par exemple, ou le début de la terrible guerre civile au Liban en 1975. Tout ça, ça a montré au grand jour que les États arabes étaient en fait incapables d'agir ensemble. Le beau rêve d'unité se transformait petit à petit en mirage. Et puis, arrive 1979. S'il y a une seule année à retenir, une année qui a agi comme un véritable tremblement de terre pour tout le Moyen-Orient, c'est bien celle-là. C'est vraiment le point de bascule de toute cette histoire. 1979, retenez bien cette date. Elle marque un avant et un après. Parce que cette année-là, 3 événements, qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres, vont converger et faire littéralement voler en éclats l'ordre ancien. Alors, ça se passe en 3 temps. D'abord, en Iran. Une révolution éclate et met en place un régime islamiste chiite, très militant, avec à sa tête l'ayatollah Khomeini. Quelques mois plus tard, deuxième choc, mais cette fois au cœur du monde sunnite. Des extrémistes prennent d'assaut la grande mosquée de la Mecque. C'est un défi absolument direct à la monarchie saoudienne. Et pour finir l'année, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan, ce qui va déclencher une résistance qui deviendra un appel mondial. Et ces 3 événements, ensemble, ils vont libérer une force politique complètement nouvelle et super puissante, l'islamisme. Attention, il faut bien faire la distinction. L'islamisme, ce n'est pas l'islam en tant que religion, c'est une idéologie politique. Une idéologie qui dit que la foi doit être le guide de l'État, de la société. Et face aux échecs du nationalisme arabe, le slogan est simple, direct et terriblement efficace, l'islam est la solution. Là, on assiste à un changement de logiciel complet. C'est simple, avant l'identité, c'était la langue, la culture arabe. Maintenant, l'identité, c'est la foi musulmane, ce qu'on appelle l'Oumma, la communauté des croyants. L'objectif n'est plus de créer un grand État arabe unifié, mais de restaurer un califat islamique. C'est une refondation idéologique, totale. Forcément, une rupture pareille, ça ne reste pas théorique. Ça va avoir des conséquences très concrètes, et souvent dramatiques. La nature même des guerres et des tensions dans la région va changer du tout au tout. Prenez la révolution iranienne. Elle a provoqué un bouleversement majeur. D'un coup, l'Iran chiite s'affirme comme une puissance régionale qui n'obéit plus aux anciennes règles. Un Iran qui veut exporter son modèle révolutionnaire et qui menace directement l'ordre établi, un ordre qui était jusqu'alors dominé par les monarchies sunnites. Et ça ne tarde pas. Le premier grand conflit de cette nouvelle ère, c'est la guerre Iran-Irak. Saddam Hussein, qui dirigeait l'Irak à l'époque, a très peur que la révolution iranienne ne contamine son pays. Alors il attaque. Et là, attention, c'est le basculement fondamental. Le conflit principal de la région, ce n'est plus arabe contre israélien. Non, c'est devenu une guerre à l'intérieur même de l'islam qui oppose les 2 grandes branches. Les sunnites, avec l'Irak soutenu par les monarchies du Golfe, contre les chiites, représentés par le nouvel Iran. Et pendant que ça se passe entre l'Iran et l'Irak, à l'autre bout de la région, en Afghanistan, il y a un autre phénomène qui est en train de prendre une ampleur folle. La résistance contre les soviétiques va complètement transformer l'idée même de djihad pour en faire un mouvement planétaire. En fait, l'Afghanistan devient une sorte de camp d'entraînement géant, un laboratoire idéologique pour des milliers de combattants venus des 4 coins du monde. Et c'est là, dans ce contexte, que naissent des réseaux comme Al-Qaïda. Et leur stratégie va évoluer. Au début, l'idée c'est de combattre l'ennemi proche, c'est-à-dire les gouvernements de leur propre pays qu'ils juisent corrompus. Mais très vite, ils vont se tourner vers l'ennemi lointain, l'Occident, avec en ligne de mire, bien sûr, les États-Unis. Et quand la guerre froide se termine, on aurait pu croire que les choses allaient se calmer. Mais pas du tout. En fait, c'est même le contraire. La pression islamiste monte d'un cran. Évidemment, on pense aux attentats du 11 septembre 2001 et à la guerre contre le terrorisme qui a été lancée juste après, en Afghanistan et en Irak. Tout ça n'a fait qu'accélérer cette nouvelle dynamique de conflit mondial. Et puis en 2003, arrive l'autre événement qui va encore une fois tout déstabiliser, l'invasion américaine de l'Irak.
Sur le papier, l'intention était d'y installer la démocratie. Mais le résultat, disons qu'il a été très, très différent. En fait, en démantelant l'État de Saddam Hussein, on a ouvert une véritable boîte de Pandore. Un chaos sectaire s'est installé. La communauté sunnite, qui tenait le pouvoir avant, s'est sentie complètement marginalisée. Et ça a créé un terreau parfait pour des groupes extrémistes comme Al-Qaïda en Irak, qui deviendra plus tard Daesh. L'Irak est alors devenu l'arène sanglante où toutes les puissances de la région sont venues régler leurs comptes. Tout ça nous amène à la période plus récente. Une période qui est en fait l'héritage direct de ces 40 dernières années de bouleversement. Souvenez-vous, en 2011, un vent d'espoir incroyable souffle sur la région, ce sont les printemps arabes. De Tunis au Caire jusqu'à Damas, toute une jeunesse se lève pour réclamer la liberté et la dignité, et elle fait trembler des dictatures qu'on pensait vraiment installées pour toujours. Malheureusement, cet espoir immense a très vite été douché par une réalité beaucoup plus brutale. Parce que les résultats en étaient radicalement différents et souvent tragiques. Prenez l'Égypte. Il y a eu une petite parenthèse démocratique, mais elle a été refermée très violemment par un coup d'État militaire. En Syrie, c'est encore pire. Ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques a tourné à la guerre civile. Une guerre absolument atroce qui a transformé le pays en un terrain de jeu pour toutes les puissances de la région et du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le paysage géopolitique de la région, il n'est plus du tout dominé par un grand rêve unificateur, que ce soit celui de l'arabisme ou de l'islamisme. Non. Aujourd'hui, ce qui définit la région, c'est la compétition féroce entre trois grands pôles de puissance. On a l'axe chiite, emmené par l'Iran, l'axe sunnite, autour de l'Arabie saoudite et des Émirats, et puis il y a la Turquie qui joue un peu sa propre carte, avec ses ambitions régionales. Pour résumer, on est passé du rêve brisé de l'unité arabe à la vision d'un califat islamique qui s'est lui-même brisé en 1000 morceaux dans des rivalités sanglantes. Aujourd'hui, les anciens fantasmes sont en ruine. Et la question qui reste est plus importante que jamais, est-ce qu'au-delà de ces luttes de pouvoir permanentes, une nouvelle vision, une vision commune, peut encore émerger pour l'avenir de cette région si complexe et si tourmentée? Ou est-elle condamnée à rester fracturée?